France 24 et la première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer l'hebdo consacré à l'actualité de 7 territoires français dans le monde. À la une cette semaine, le long chemin vers le deuil des Amérindiens Kali'na. Reportage à découvrir dans quelques instants. À tout de suite. Mais d'abord, le paludisme est en recrudescence à Mayotte. Depuis le début de l'année, plus de 170 cas ont été enregistrés. Plusieurs zones de l'archipel sont touchées, particulièrement la commune de Chirongui. Un foyer potentiel de transmission autochtone y aurait été identifié. Yasmine Jaffar avec Youssouf Ahmed Matouar. L'image parle d'elle-même. Des eaux usées stagnantes, aux odeurs nauséabondes. Un lieu propice à la reproduction des moustiques. Nous sommes en plein milieu du village de Poroani dans la commune de Chirongui, dans le sud de l'île. Ici, plusieurs habitants ont contracté le paludisme ces dernières semaines. Les riverains ne cachent pas leur inquiétude. Les moustiques nous dérangent. Vous voyez comment ma peau est remplie de boutons. On aimerait qu'on nous aide avec des moustiquaires ou des médicaments. J'ai peur et je suis inquiète à la fois. La prolifération des moustiques ne se limite pas que chez nous, mais circule sur l'ensemble du territoire. Mayotte n'avait pas connu une telle explosion de cas de paludisme depuis 20 ans. Dans ce cabinet médical, pas d'affluence particulière ce jour, mais le médecin appelle à la vigilance. Il faut qu'autour des maisons, ce soit propre. C'est extrêmement important et il faut, si possible, que les gens se protègent des moustiques avec des vêtements longs et clairs, en particulier le soir et la nuit. Sur le terrain, des agents de la commune se mobilisent pour nettoyer les quartiers. Armés de gants, de râteaux et de sacs poubelles, l'heure est au curage des égouts, très souvent bouchés, le résultat des incivilités et d'un manque d'entretien. Nous, on est mobilisés. On savait déjà qu'il y avait un problème d'insalubrité des propretés urbaines, mais pas des cas de paludisme avérés avec des complications sanitaires. Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle. Chirongui doit désormais y faire face et limiter la propagation de la maladie sur le reste du territoire. C'est historique, 178 ans après l'abolition de l'esclavage, l'abrogation du Code noir a été adoptée à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée nationale, avant son passage au Sénat dans les prochaines semaines. Le texte qui régissait la vie des esclaves était toujours inscrit dans le droit français. Dans l'hémicycle, l'émotion était palpable, notamment chez le député Stevie Gustave, qui s'est exprimé à la tribune. On l'écoute. Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage. Je vous remercie. Et c'est une première dans l'histoire de l'Église catholique. Cette fois, dans sa première lettre officielle adressée à l'ensemble des fidèles lundi, le pape Léon XIV demande sincèrement pardon pour le retard avec lequel le Vatican a condamné le fléau de l'esclavage. Une nouvelle qui fait beaucoup réagir. Pierre Lacombe. Au nom de l'Église, je demande pardon. Ces mots de Léon XIV inscrits dans son encyclique ouvrent une nouvelle page du Vatican face à l'un des chapitres les plus sombres de la chrétienté. Pour la première fois, un pape reconnaît la responsabilité de l'Église catholique qui a tardé à condamner cette réalité. Un pardon qualifié d'historique par de nombreux fidèles. Aux Antilles, il suscite émotion et soulagement. Il y a eu pas mal de papes avant qui auraient pu le faire. Alors voilà, donc on dit aussi mieux vaut tard que jamais. Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas dire qu'on a pris tout le temps, on n'a pas fait. Il y a des choses qui se font quand ils doivent être faites. Ça va apaiser ceux qui ont peut-être encore des idées revanchardes contre l'Église, donc ça ne peut faire que du bien. Ce pardon tardif est salué par les hommes d'Église qui parlent d'un geste fort, attendu depuis longtemps. Il est temps, effectivement, que l'Église encore reconnaisse ce crime contre l'humanité. Sans pardon, il n'y a pas de guérison. Et sans la recherche du pardon, il ne peut pas y avoir non plus de vraie justice. Les historiens saluent également cette repentance de l'Église. Ils voient dans cette démarche un pape lucide, en phase avec son époque. Ce sont des peuples qui ont longtemps, très longtemps été opprimés. Et par conséquent, il faut aller dans leur sens. Parce qu'il y a de plus en plus de cardinaux africains. L'Église prend son temps, peut-être trop de temps, c'est ce que déplore le pape.
mais elle avance. Chaque année aux Antilles, des cérémonies religieuses sont célébrées en marge des commémorations de l'esclavage. Des moments de prière à la mémoire des victimes que ce pardon pontifical vient désormais renforcer. Arrêtons-nous à présent sur un patrimoine vivant guyanais, les Pécodonon, la levée du deuil selon la tradition amérindienne Kalinia. Nos équipes ont pu assister de façon exceptionnelle à l'un de ces temps considérés comme sacrés au village Espérance de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est le dossier de l'hebdo, signé Terence Moy. Ces vêtements qui brûlent sont ceux de Frédéric Bouet, décédé il y a 6 mois. Le village Espérance à Saint-Laurent-du-Maroni commence sa 2e journée de deuil. L'âme du défunt entame son voyage vers l'autre monde, une cérémonie funéraire appelée Épécodonan dans la pure tradition amérindienne Kalinia. Elle a commencé en réalité en début de semaine avec la préparation du kachiri à partir du manioc. Les préparatifs terminés, le village se retrouve pour la première journée de la cérémonie avec les dessins corporels. C'est la vie du défunt qui est imprimée sur le corps de son frère, ses sœurs et son père. Je fais une figure de lièvre. Un rituel sacré qui revient au goût du jour après presque 2 décennies d'absence. C'est le 5e Épécodonan depuis 2019 et comme pour les autres, il s'étale sur 3 jours. La personne qui fait le dessin corporel, il sait pourquoi il le fait. Et il connaît aussi les significations. Tout est calculé en fait traditionnellement et culturellement. Ça c'est, je dirais, la transmission ancestrale qu'avant nos grands-parents nous a transmise. 5 heures du matin, au village Espérance. C'est la journée la plus émouvante pour les habitants. L'âme du défunt commence sa traversée. Ses proches doivent ensuite se rendre à la rivière dès les premières lueurs du soleil. On est allé au fleuve pour se baigner. En fait, c'est pour se purifier, on va dire. De jouer, voilà, entre nous, pour dire qu'on est heureuse, voilà, joyeux. Le rituel se poursuit avec une gorgée de kachiri, la coupe des cheveux, les dessins sur le visage, cette fois, et l'habit en tenue traditionnelle. La famille termine ainsi ses 6 mois de deuil et peut enfin laisser Frédéric Bouet s'en aller. Pour certains jeunes du village, c'est une première immersion dans ce rite ancestral. Ils sont au cœur d'une tradition Kalinia qui se doit de résister au temps. Comment sauver les 118 espèces endémiques de plantes en danger d'extinction en Polynésie? La présence massive de plantes invasives étouffe progressivement les espèces indigènes. Alors un laboratoire cultive in vitro des pousses de fougères avec pour objectif de restaurer les forêts. Mélissa Chong et Patrick Régis. Ces jeunes pousses de fougères et de maras viendront repeupler la vallée de Moaroa dans les prochaines années. En attendant, elles sont cultivées à l'abri de tout nuisible, dans un environnement contrôlé et réduit, grâce à des techniques de culture in vitro. L'idée de la culture in vitro, c'est à partir des spores de fougères, régénérer des fougères entières et les multiplier en grand nombre. On a travaillé sur un arbre, le marat, qui est une espèce indigène qu'on voit plus trop dans les vallées. En tout cas, les beaux individus, on les voit plus. Et c'est une espèce qui est difficile à faire germer en conditions classiques, en pépinière. Donc là, on voit les premiers résultats sont vraiment très prometteurs. Ce laboratoire installé dans un conteneur de 40 pieds représente un investissement de 20 millions de francs, cofinancé par des partenaires privés, par l'État et le pays. On voit bien que la forêt endémique, historique polynésienne est quand même très attaquée et très menacée. Donc on est sensibilisé à ce milieu, on y travaille, on y intervient et je pense que c'était dans notre vocation de participer à cette très belle initiative. Derrière ces manipulations au laboratoire lancées l'an dernier, l'objectif est clair, réintroduire des espèces végétales indigènes dans les forêts. On a souvent travaillé en raisonnement différent avec d'un côté l'économie, d'un côté les hommes, de l'autre côté la nature. Et en fait, le pilier, c'est la nature. Et si on dégrade cette nature, l'ensemble de la pyramide va se
s'effondrer ou en tout cas s'abîmer. Actuellement, 118 espèces endémiques de plantes de Polynésie française sont en grave danger d'extinction. Pour finir, direction la Nouvelle-Calédonie, où la saison du crabe de palétuvier bat son plein depuis février. Une spécialité de la cuisine calédonienne qui a même sa fête dans la province Nord. Comment bien choisir et surtout comment le déguster, son crabe de palétuvier? On voit cela avec Laura Chintu et Gaëlle Deschevry qui nous mettent l'eau à la bouche. Il fait partie des produits incontournables des assiettes calédoniennes. Mais avant de déguster son crabe, il faut savoir bien le choisir. Et attention, il ne faut pas se fier uniquement au poids. Pour reconnaître un crabe bien plein et celui qui n'est pas plein, il faut regarder l'usure des pinces. Et les pinces, quand c'est bien usé, tu vois, bien usé comme ça, la couleur, il faut que ça soit marron ici. Diana vend des crabes depuis une 40aine d'années. En ce moment, elle écoule près de 300 kilos par semaine. En début d'année, quand la période des crabes ouvre, on a très peu de crabes parce qu'il fait chaud. Le crabe reste en profondeur et on a la chance, c'est que bon, c'est vrai qu'avec les dépressions, les cyclones en début d'année, il y a eu beaucoup d'inondations. Les crabes, ils partent au loin et après ils reviennent en quantité. Et là, on est dans la bonne saison, la saison fraîche, les crabes vont arriver en quantité. De quoi ravir les clients habitués qui ont déjà pour la plupart leur recette en tête. Cuisiner à la mayonnaise, tout simplement. Donc en fait là, je vais juste rentrer la lame du couteau à ce niveau-là. Ok. Dans la cuisine de ce chef, pas question de se contenter d'un crabe mayonnaise. Ici, on recherche plutôt le mélange des saveurs. C'est un mélange entre de la ciboulette et de l'ail, ciboulaille, la coriandre, et puis surtout le poivre. Au menu du jour, du pepper crab, une spécialité de Singapour. Déjà, le crabe, c'est hyper savoureux. Et on va peut-être, partir soit sur un mode indonésien ou malaisien, comme le pepper crab. On peut aller aussi sur le côté indien avec le curry, lait de coco. En fait, avec une même base de produits, on peut décliner dans différentes cultures. Et puis, en restant en Calédonie, à partir du marché, on peut voyager. La saison des crabes ferme en novembre, ce qui laisse plusieurs mois aux amateurs de ce crustacé pour tester les recettes qui le mettront en valeur. Fin de cet hebdo, merci de votre attention. Pour le revoir et suivre l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur lapremière.fr et france24.com. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, où que vous soyez. L'information continue sur France 24. Every day we have almost 100 kg. En Zambie, le plomb empoisonne toute une ville. Déchets toxiques à ciel ouvert, poussière de plomb dans l'air. It's a little poison. It's too dangerous. Saturnisme, trouble du développement, ralentissement de la croissance. It affects the intelligence of a child. It kills slowly without knowing. Ici, 95% des enfants ont trop de plomb dans le sang. We didn't know. Okay, to tell you the truth, we are blind. We are blind. Zambian government, okay, they are erred also. Les habitants attendent que justice soit rendue. Comment Kabwe est-elle devenue une zone sacrifiée? Zambie, alerte au plomb à Kabwe, à voir sur France 24.